Bonjour à tous, bienvenue dans Politique Matin. Nous sommes ensemble pendant une heure pour vous informer sur toute l'actualité politique et parlementaire. Et nous accueillons ce matin Philippe Vigier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président du groupe UDI à l'Assemblée. Vous avez appelé hier les députés centristes à soutenir François Fillon. Vous nous direz quelle a été l'ambiance au parti ensuite, puisqu'hier soir se tenait le bureau exécutif de l'UDI. François Fillon et le président de l'UDI, Jean-Christophe Lagarde, se voient à 11 h alors qu'elle sera l'objet des discussions. Quel avenir pour le centre? On en parle avec vous dans quelques instants. Mais avant cela, il y aura bien sûr la revue de presse d'Astrid de Vilaine. Bonjour Astrid. Bonjour, François Fillon, superstar aujourd'hui? François Fillon qui prend la une et puis le Parti Socialiste, parti qui cherche candidat désespérément. À 9 h, ce sera l'invité de la matinale, Henri Guénaud, député Les Républicains des Yvelines, candidat à la présidentielle. Que pense-t-il du programme de François Fillon? Pourquoi refuse-t-il de le suivre? L'ancien Premier ministre est issu du gaullisme social. N'ont-ils pas tout pour s'entendre? Ira-t-il au bout de sa candidature? Pense-t-il pouvoir obtenir ses 500 signatures? Nous allons lui poser toutes ces questions. Et puis si vous aussi vous souhaitez l'interroger ou tout simplement intervenir dans cette émission, faites-le sur Twitter avec le hashtag PaulMat. Mais tout de suite, ce que nous avons retenu dans l'actualité de ce mercredi 30 novembre. François Hollande malmené dans les sondages, va-t-il enjamber la primaire? Les proches du président avancent l'idée alors qu'il est autour de 8 % dans les intentions de vote au premier tour de la présidentielle. Selon un sondage Sofres, le chef de l'État arrivera en 5e position derrière François Fillon, Marine Le Pen, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Manuel Valls ne fait guère mieux, mais il faut être un meilleur candidat pour les Français comme pour les sympathisants de gauche, selon Odoxa. François Fillon réorganise les Républicains. Il a placé ses proches au poste clé. Bernard Accoyer, nommé secrétaire général, devient l'homme fort du parti. Laurent Wauquiez, rétrogradé premier vice-président aux côtés d'Isabelle Le Callennec. Un comité politique avec les sensibilités de la primaire dirigé par Gérard Larcher a aussi été mis en place. L'hommage du peuple cubain à Fidel Castro. Plusieurs centaines de milliers de personnes se sont rassemblées hier à La Havane sur la place de la Révolution. Ils ont dit un dernier au revoir au comandante lors d'une cérémonie boudée par la plupart des chefs d'État occidentaux et les amis internationaux de l'ancien dictateur. Ces cendres vont être acheminées vers la ville de Santiago de Cuba où auront lieu dimanche les funérailles en présence cette fois de Ségolène Royal. Et il est 8 h 33, on passe donc à la revue de presse. À la une, la Fillon Mania. Et il est en une, François Fillon. Oui, après avoir été ignoré des médias pendant plus de 3 ans, François Fillon tient sa revanche. Il est partout. Regardez ces unes du Point. La semaine dernière déjà, l'incroyable Monsieur Fillon. Et cette semaine, Fillon contre tous, titre l'hebdomadaire, avec une photo du vainqueur de la primaire décidé et déterminé en pleine page. Et puis dans les quotidiens, c'est la même chose. Le Figaro consacre sa une à ce sondage qui place François Fillon gagnant de la présidentielle, quels que soient les cas de figure. François Fillon qui l'emporterait également face à Marine Le Pen au second tour, 66 à 34, selon cette enquête Kantar Sofres One Point Brigitte. Autre enseignement de ce sondage, la gauche éliminée dès le premier tour. Oui, cette enquête est accablante pour le Parti Socialiste. Voilà ce qu'on peut lire en page intérieure du journal de droite. La gauche est éliminée dans tous les cas de figure avec des scores extrêmement bas. François Hollande ne ferait pas mieux que 7,5 %. Manuel Valls un tout petit peu mieux avec un 9,5 % des voix. Quant à Arnaud Montebourg, ce serait un seulement petit 6 %. C'est extrêmement faible. Et puis un sondage qui tombe mal aussi pour François Hollande. À quelques jours de sa décision, va-t-il se représenter ou pas? Tout est contre lui. Les sondages et les soutiens qui sont de moins en moins nombreux. Regardez cet article du Parisien aujourd'hui en France avec cette question qui résume bien à elle seule la situation. Qui soutient encore Hollande? La réponse est dans la question. Alors il y a les people, Catherine Deneuve, le chanteur Benjamin Biolay, les mêmes qui avaient signé une tribune en soutien au chef de l'État dans le JDD. Mais parmi les politiques, il faut les chercher, les soutiens de François Hollande. Les soutiens du chef de l'État se comptent sur les doigts d'une main, écrit le Parisien qui ne cite que 4 ministres sur les 38 que compte le gouvernement de Manuel Valls qui soutiennent ouvertement le président de la République. Alors les voici, Michel Sapin, Stéphane Le Foll, Marisol Touraine et Najat Vallaud-Belkacem. Ce sont un petit peu les 3 mousquetaires de François Hollande. Une question, Philippe Vigier. Est-ce que vous ne risquez pas de pécher par excès de confiance quand on voit ces sondages?
Vous savez, moi j'ai dit qu'il fallait toujours être très prudent. D'abord, si on tire la leçon de ces primaires, François Fillon qui revient du diable au Vauvert, hein, pour prendre une expression que chacun connaît, qui était donné troisième, quatrième et qui au final gagne sa primaire. Maintenant, il faut voir qu'il faudra qu'il recentre un peu et qu'il élargisse son assise pour aller gagner. Et puis, vous savez, l'opinion publique, elle est assez versatile. Donc maintenant, il y a tout un travail de conviction qu'il va falloir démarrer dès les prochains jours, pendant 5 mois. Expliquer aux Français, expliquer pourquoi ce projet sera en capacité de redresser le pays et de faire en sorte que, par exemple, sur le problème du chômage, parce que les chiffres qui sont sortis en début de semaine sont accablants, il y a 1 million de chômeurs en plus qu'il y en avait en 2012. La France donc s'enlise dans la crise, s'enlise dans la difficulté, dans la pauvreté, et il faut vraiment un sursaut. Et donc François Fillon l'incarne, mais il faudra aller convaincre et convaincre largement. Et après les soutiens, Astrid ? Eh bien, quant aux députés socialistes, c'est encore pire. C'est pire qu'un blues. Ils sont exaspérés. Toujours, selon le Parisien aujourd'hui en France, le peuple de gauche désespère du scénario qui se joue sous leurs yeux, explique Alexis Bachelet, pendant que le très hollandais Bruno Le Roux remet publiquement en cause la primaire qui ne permet pas, selon lui, le rassemblement. Enfin, Malek Bouti, lui, soutient l'initiative de Manuel Valls. L'impertinence, ça fait du bien en politique, dit-il. La cacophonie vaut mieux qu'un candidat à 5%. Ça, c'est tout droit pour François Hollande. La gauche peut se passer de primaire, selon vous, après le succès de la droite ? Ah non, écoutez, c'est la gauche qui avait inauguré le système des primaires en 2011 avec un vrai succès. 2,6 millions de votants. Là, la droite et le centre ont fait ces primaires avec 4,5 millions de votants dimanche dernier. Ça veut dire qu'aussi, mais les primaires, ce sont les hommes et les femmes de ce pays qui peuvent s'exprimer largement. Vous vous rendez compte, Sauf que là, il y a un président sortant à gauche. Je suis d'accord qu'il y a un président sortant, mais il est tellement bas dans les sondages, il a tellement abaissé la fonction présidentielle, il a tellement une cote de désamour avec l'opinion publique. Pourquoi ? Parce qu'il a été élu sur un mensonge et on voit que tous les résultats économiques et sociaux sont accablants. Et en plus, il y a une forme d'impuissance publique qui s'est créée au sommet de l'État. Le psychodrame qu'on a vécu le week-end dernier entre le Premier ministre et le Président de la République, j'ai d'ailleurs interrogé le Premier ministre hier là-dessus. Imaginez quand même, à quelques milliers de kilomètres l'un de l'autre, et aussi qui se lancent en concurrence l'un contre l'autre à la présidence de la République. Du jamais vu sous la Ve République. Je passe même sous silence le bouquin et toutes les déclarations en off ou en on avec les journalistes. On voit vraiment que François Hollande a abaissé la fonction présidentielle. Alors, on poursuit cette revue de presse, Astrid, avec, à défaut de candidat, eh bien, le PS qui dégaine un programme. Exactement, au PS, on n'a pas de candidat, mais on a des idées. C'est le message que veut faire passer Jean-Christophe Cambadélis avec ses 20 défis qui engageront le vainqueur de la primaire à gauche. Des mesures qui, selon Libération, semblent taillées sur mesure pour François Hollande. Alors, parmi ces idées nouvelles, un revenu minimum décent garanti pour tous à partir de 18 ans, un droit du voyage pour les jeunes, sorte d'Erasmus pour tous, une 5e République plus participative ou encore un budget de la défense renégocier avec Bruxelles pour mieux lutter contre le terrorisme, des mesures qui n'ont pas beaucoup retenu l'attention de la presse ce matin puisqu'on ne trouve ces mesures qu'en page 16 de Libération et nulle part ailleurs dans la presse nationale. Donnez-nous des nouvelles d'Alain Juppé, Astrid. Alain Juppé est rentré à Bordeaux. En tout cas, il fait la une de Sud-Ouest, le journal local. Juppé revient sous les ovations. Les administrateurs et les élus de la mairie l'ont accueilli avec des applaudissements chauds et nourris. Tous attendaient le maire de Bordeaux dans l'escalier principal de la mairie. Voilà qui a dû faire chaud au cœur aux candidats défaits de la primaire de la droite et du centre. Et il n'y a pas que les cyclistes et politiques qui font les Tours de France. C'est l'histoire de Nina, 24 ans, journaliste à Montpellier. Elle vient d'entamer un Tour de France pour aller à la rencontre des jeunes de 18 à 30 ans. Le Midi Libre titre « Vous prendrez bien un verre politique avec Nina ». On dirait une émission de télé-réalité, c'est presque ça. La jeune femme va prendre des apéros avec tous les jeunes qui le souhaitent dans 24 villes de France. Objectif, faire vivre le débat d'idées et tenter de rétablir un lien de confiance entre la presse et ses lecteurs. Elle filmera ces échanges qui seront mis en ligne sur un site internet. Son Tour de France prendra fin le 7 mai 2017, jour du second tour de la présidentielle. Et puis un peu d'humour pour terminer, le dessin du jour. Il est signé Chonu, il est à retrouver dans les colonnes de Ouest France et vous allez le voir, lui non plus, il n'est pas tendre avec le chef de l'État. Réunion du Parti Socialiste à Solferino, Jean-Christophe Cambadélis emmène ses troupes. François, tu es notre chance. On m'a appelé, répond naïvement François Hollande qui passe une tête. Non, non, c'est l'autre, François Fillon, la nouvelle star de droite qui rend jaloux les cadres de la rue de Solferino. Merci Astrid de Villene pour cette revue de presse. L'actualité maintenant en images avec le Premier ministre, cible de toutes les attaques hier dans l'hémicycle. Après ses déclarations choc à la presse ce week-end, il a
a dû écarter toute crise de régime avec le président. Mais les députés de la majorité déboussolés n'hésitent plus à afficher devant les caméras leur scepticisme à l'égard d'une nouvelle candidature de François Hollande. Jean-Baptiste Daoulas avec François Chevret. Hier après-midi, l'opposition interpelle Manuel Valls sur sa rivalité avec François Hollande, en dénonçant une crise institutionnelle. Personne n'imagine en effet qu'un Premier ministre nommé par le Président de la République ne lui soit pas loyal jusqu'aux dernières minutes de son quinquennat. Allez-vous déclarer votre candidature à l'élection présidentielle? Ma conception des institutions, c'est l'engagement et la loyauté. Il n'y a pas de crise institutionnelle, Monsieur Jacob. Manuel Valls réaffirme sa loyauté à François Hollande. Le Premier ministre ne se présentera donc pas contre le président à la primaire de gauche, comme il l'envisageait pourtant ce week-end dans le journal du dimanche. L'heure est à l'apaisement. Hier, les députés proches de Manuel Valls ont soigneusement évité de s'exprimer devant les micros. Je dis rien aujourd'hui, désolé. Pour le patron des députés socialistes, l'affaire est classée. Maintenant, il y a un espace qui n'existe pas, c'est l'espace de combat dans une primaire, notamment entre le président de la République et le Premier ministre. Ça n'existe pas. Ça a été monté de toutes pièces. Mais l'affaire est tout sauf classée pour de nombreux députés socialistes. Certains restent sévères avec François Hollande ou Manuel Valls. Je trouve ça lamentable. Donc il y a un moment donné où il faut que Manuel Valls se calme. Je pense qu'il aurait dû démissionner s'il avait eu le courage de ses convictions. Nous sommes nombreux, je suis dans ce cas-là, à essayer de convaincre le président de la République qu'il n'effectue pas un second mandat. L'ambiance reste tendue parmi les députés de la majorité. Elle risque de le rester tant que François Hollande n'aura pas annoncé sa décision pour 2017. Et la candidature de François Hollande ne fait pas l'unanimité, ni chez les députés, ni dans l'opinion. Dans ce contexte, les proches du président émettent des doutes sur l'opportunité d'une primaire qui pourrait se transformer en référendum anti-Hollande. Mais pour les dirigeants du PS comme pour les militants, elle est incontournable. Elsa Mondagava, François Goulin. Avec le flot autour d'une candidature de François Hollande, tous les scénarios semblent aujourd'hui sur la table. Et si le président de la République se présentait à sa succession sans passer par la case primaire? C'est l'éventualité qu'évoquent certains proches du chef de l'État. Sur RTL, l'avocat Jean-Pierre Mignard déclare « Le président sortant n'a pas à se présenter devant un conseil de famille, mais devant le peuple tout entier ». Même constat pour le porte-parole du gouvernement dans Les Échos. Ça fait 4 ans et demi qu'il y a un débat au sein de la gauche. Faire une primaire pour refaire ce débat, ça ne sert à rien. Au Parti socialiste, qui a inscrit le principe d'une primaire dans ses statuts, on répond avec prudence, pas de paroles trop définitives, au cas où. Parce que c'est le vote du Parti socialiste, parce que c'est ma conviction, la primaire est le meilleur levier. Mais je ne jette pas la pierre à ceux qui trouvent que le spectacle actuel de la gauche, où tout le monde est candidat, ne facilite pas le travail de rassemblement. Mais pour beaucoup au PS, la primaire ne peut pas être facultative. Toutes celles et ceux qui se placent hors de ce cadre sont en réalité de grands risques pour l'ensemble de la gauche. Et donc il n'y a pas d'exception. Il n'y a pas une exception présidentielle, il n'y a pas une exception primo-ministérielle, il n'y a pas d'exception ministérielle. François Hollande a jusqu'au 15 décembre pour se porter candidat aux primaires citoyennes. Les Républicains se fillonisent. Hier, le gagnant de la primaire a annoncé le nouvel organigramme du parti. Ses proches sont placés au poste clé. Si les sarkozystes ne sont pas oubliés, les jupéistes se font plus rares. Stéphanie Despierres. Sourire crispé, Laurent Wauquiez fait l'accueil pour ses dernières minutes comme président. Une demi-heure plus tard, il est rétrogradé vice-président aux côtés de la députée Isabelle Le Callennec, une filloniste. Désormais, il n'y a qu'un patron, c'est François Fillon. Et il n'y a plus de président, mais un secrétaire général, Bernard Accoyer, l'ancien président de l'Assemblée. Désormais, nous sommes au travail, tous ensemble. Nous sommes rassemblés. Personne ne manquera au sein de notre famille pour accompagner notre candidat, son projet. Pour seconder Bernard Accoyer, 2 secrétaires adjoints, Annie Genevard, la filloniste députée du Doubs, et Gérald Darmanin, l'ancien directeur de campagne de Nicolas Sarkozy. Je considère que voilà, à ma juste place, je représente, me semble-t-il, une petite dimension populaire. Et c'est important de le faire aussi pour cet électorat-là. Donc je remercie François Fillon d'avoir pensé que je pouvais être utile dans cette campagne présidentielle. En revanche, exit le très sarkozyste Christian Estrosi.
À la tête de la commission d'investiture pour les législatives, il est remplacé par le député Jean-François Lamour, un très proche du vainqueur de la primaire. Plus de fillonistes, moins de sarkozystes, François Fillon a quand même pris soin de réunir toutes les sensibilités dans le nouveau comité politique, une sorte de gouvernement du parti. Gouvernement qui comprend tous les candidats malheureux de la primaire ou l'un de leurs représentants. Mais c'est le fidèle Gérard Larcher, le président du Sénat, qui le dirige. L'autorité politique, ça reste celle de François Fillon. Il n'a pas le titre officiel de président des Républicains, mais il est le candidat, il est celui qui a la main sur l'organisation. C'est derrière lui qu'on va se battre pour gagner la présidentielle. Il y a zéro problème. Seule ombre au tableau de l'unité, l'absence ou presque de juppéistes. Il n'y a qu'une seule représentante du camp Juppé dans tout le nouvel organigramme. C'est Virginie Calmels, la première adjointe au maire de Bordeaux. Alors Philippe Vigier, vous êtes centriste de l'UDI. De voir qu'il y a très peu de juppéistes dans ce nouvel organigramme des Républicains, ça vous choque? Bon, ça c'est l'organisation des Républicains. Moi je n'ai pas tellement à la commenter. Ce qui est important, c'est qu'on soit capable maintenant, autour de François Fillon, parce que comme je le disais dès dimanche soir, nous sommes tous rassemblés les parlementaires pour l'aider à aller gagner cette présidentielle. Il faut que dans l'équipe de campagne de François Fillon et puis dans l'organisation de la campagne, on puisse justement peser, compter et trouver toute notre place. Alors, les centristes de l'UDI aujourd'hui sont tentés par un rapprochement avec François Fillon. Ils avaient pourtant soutenu en ordre dispersé, c'est votre cas en tout cas Alain Juppé, mais aussi Bruno Le Maire ou Nicolas Sarkozy. Alors reste à ouvrir les négociations maintenant en vue d'un accord législatif et peut-être programmatique. Maïté Frémont. La victoire de François Fillon, un véritable casse-tête pour le centre, en particulier pour l'UDI. Une large majorité soutenait Alain Juppé, mais dès dimanche soir, Jean-Christophe Lagarde, le président du mouvement, s'est rangé derrière François Fillon. En tout cas, nous, on souhaite une coalition, à lui de juger s'il la juge nécessaire. Principal objectif, l'élaboration d'un projet législatif commun avec le candidat de la droite et du centre pour 2017. Une ligne directrice difficile à assumer si le programme de François Fillon reste intact. Et je n'imagine pas qu'il ne puisse pas y avoir un dialogue très constructif, de convergence, je répète, entre, ne l'oublions pas, celui qui est élu par un score tout à fait considérable et qui donc à ce titre n'a pas à édulcorer ou à changer de cap, mais a peut-être à prendre en compte un certain nombre, si vous voulez, de suggestions et de propositions qui sont les nôtres. Autre nuance du côté du nouveau centre, son président Hervé Morin avait choisi Bruno Le Maire puis François Fillon. Une grande partie du nouveau centre soutient sans réserve l'ancien Premier ministre de Nicolas Sarkozy. Écoutez, si nos électeurs n'avaient pas voté François Fillon, ils n'auraient pas fait au plus de 70%. Dans mon département, c'est même 76%. Donc vous voyez, je suis centriste. On dit que le Loir-et-Cher, ce sont des terres centristes, et le Loir-et-Cher est le département qui a voté le plus en faveur de François Fillon de toute la région centre. Les jeunes de l'UDI ont majoritairement choisi une troisième voie. Dans une tribune publiée sur les réseaux sociaux, plus de 130 dirigeants, militants et élus lancent un appel pour soutenir la candidature d'Emmanuel Macron. En cas d'alliance entre les Républicains et le centre, il reste à établir un projet commun et surtout convaincre François Fillon de nuancer son projet. Rien ne devrait être mis en place avant janvier prochain. Alors Philippe Vigier, le bureau exécutif de l'UDI s'est tenu hier soir. Jean-Christophe Lagarde et François Fillon doivent se retrouver à 11h. Qu'est-ce qui a été décidé ? Écoutez, ils doivent se voir à 11h en effet. Et puis il y a une motion qui a été proposée dans laquelle il est précisé qu'une délégation avec Jean-Christophe Lagarde, le président du groupe à l'Assemblée, au Sénat, et le président de la Commission nationale, du Conseil national de l'UDI, c'est-à-dire Laurent Hénard, rencontre François Fillon. Moi je répète ce que j'ai dit depuis le début. J'étais favorable à cette primaire. J'étais favorable, bien sûr, au résultat de la primaire. Donc maintenant, ce qu'il faut, c'est aller discuter avec lui pour approfondir son projet, parce qu'il y a un certain nombre de questions qu'on se pose, non pas de changer. Mais cette motion, elle décide de soutenir unanimement François Fillon ? Attendez, je croyais qu'il y a un plan B pour les centristes ? Il n'y a pas de plan B. L'UDI avait fait le choix de ne pas avoir de candidat au présidentiel. L'UDI a fait le choix ensuite, majoritairement, parmi tous les élus et parlementaires, de soutenir cette démarche de la primaire de la droite et du centre. Et bien entendu, de respecter ce résultat, parce qu'on ne peut pas, comme ça, avoir une primaire à la carte. Est-ce qu'il faut poser la question aux militants ? Oui, je pense qu'il faudrait poser la question aux militants, mais c'est un peu dommage qu'on ne l'ait pas fait lorsqu'on a fait des choix différents. C'est vrai que moi j'ai soutenu Alain Juppé, comme beaucoup d'élus.
avec Jean-Christophe Lagarde, il y avait, je crois, 600 élus qui ont signé pour Alain Juppé, d'autres ont soutenu Bruno Le Maire, d'autres encore ont soutenu Nicolas Sarkozy. Mais ça, c'est normal. Étant donné qu'il n'y avait pas de candidat UDI, il était évident que les élus, les militants, les sympathisants allaient se répartir sur les candidats. Mais aujourd'hui, une candidature UDI est totalement exclue? Qui voudrait la porter? Enfin, je pense qu'il faut être un peu réaliste. Il y a une telle attente dans le pays. Il n'y a personne à l'UDI, même le président Jean-Christophe Lagarde, personne ne peut la porter? Non, alors à ce moment-là, il ne fallait pas aller voter aux primaires et faire campagne pour les primaires. Si on va voter aux primaires, si on fait campagne dans la primaire, ça veut dire qu'on s'engage dans la primaire. On ne peut pas changer de règles du jeu, ça n'est pas possible. Je pense que on doit ça au moins au peuple français en expliquant qu'on a un minimum de cohérence. Donc maintenant, ce qu'il faut, c'est passer à l'acte 2. J'ai écouté Michel Piron, mon collègue d'Humaine-et-Loi, qui disait que oui, il y a des points dans le projet de François Fillon sur lesquels il faut approfondir sur la sécurité sociale. D'ailleurs, il a commencé à répondre hier en disant que les plus démunis continueraient de bénéficier. On a entendu de la François sécurité Fillon, il a quand sociale. même dit mon programme ne changera pas. Vous n'avez pas peur que le centre soit complètement dilué dans les Non, Républicains? parce que, écoutez, entre le programme d'Alain Juppé et de François Fillon, il y avait 85% de points communs. Et puis, il y a quelques différences sur lesquelles on discutera avec lui pour qu'il explicite plus sa pensée. Comment demain, ce nombre de fonctionnaires, il obtiendra la diminution telle qu'il l'a annoncé. Vous savez, les premiers points de convergence, qui est le point le plus fort, le chômage. Ce qu'il propose pour libéraliser l'économie, pour donner de l'énergie aux entreprises, pour modifier le code du travail. Quand vous regardez le projet d'Alain Juppé et le projet de François Fillon, franchement, ils étaient quasiment identiques. Moi, je veux absolument que cette France, elle retrouve des couleurs, qu'on soit capable de redonner... Il n'y a pas de rejet de certains membres de l'UDI face à ce programme qui est quand même affiché comme très radical? Il y a des nuances, certains qui disent, et je peux les entendre, qu'il faut savoir un peu en matière environnementale, en matière sur l'Europe par exemple. On n'a pas beaucoup parlé d'Europe, on n'a pas beaucoup parlé d'environnement pendant la campagne. Là, il est évident qu'il faudra approfondir. Alors c'est vrai, il y a 230 jeunes qui appellent à soutenir Emmanuel Macron. Ben là, je leur ai dit hier, ils ne sont pas sur le bon chemin. J'aurais simplement dit aux jeunes, Emmanuel Macron, pendant 4 ans, a été en charge de la politique économique de la France, soit à l'Élysée, soit au ministère. Est-ce que ça va mieux pour les jeunes aujourd'hui? Donc quel motif pourrait faire en sorte qu'au-delà du fait qu'il est sympathique, il est intelligent, il est brillant, mais non, mais... François Fillon était à Matignon pendant 5 ans, de 2007 à 2012. On a vécu un contexte un peu plus difficile, avec une crise financière sans précédent, ou avec des recettes fiscales qui se sont effondrées, et donc il a fallu évidemment aller mettre un peu plus d'impôts sur la tête des familles et des entreprises. Mais ça n'a rien à voir par rapport aux 4 années et demie de gestion de François Hollande. Donc les centristes doivent retrouver leur boussole, participer activement dans la campagne pour peser. Vous avez vu que les Républicains sont déjà en ordre de marche. En une journée, ils ont organisé les choses. Bien sûr, il faut un accord législatif, évidemment. Ce sera l'objet des discussions ce matin entre Jean-Christophe Lagarde et François Fillon. Dans les prochains jours, mais écoutez, je pense que les mots de François Fillon ont été plus qu'apaisants dimanche soir, lorsqu'il a dit simplement « Je veux rassembler et toutes les bonnes volontés, je les accueillerai ». Voilà, donc... franchement, là, la feuille de route, elle est devant nous. En revanche, je le dis très clairement, il n'y a pas de temps à perdre. Voilà. Cet accord, il doit intervenir très très rapidement? Oui, bien sûr. Et puis qu'après, on dise aux militants, et dès dimanche soir, j'avais même demandé ce qu'on puisse faire un congrès pour que les militants valident la ligne. S'ils ne la valident pas, on en tire les conséquences. Mais c'est important qu'à un moment ou à un autre, puisque ça avait été promis aux militants qu'ils participeraient à ce choix et qu'ils le définiraient. Mais ce rendez-vous aura lieu? Écoutez, on trouvera une forme d'expression sous une forme, enfin, on en trouvera une, sous une forme ou sous une autre, un conseil national, un congrès, on verra. La date n'est pas encore arrêtée? Non, pas du tout. Cet accord législatif dont vous parlez, il doit porter sur combien de circonscriptions? C'est quoi le curseur à peu moi, près? je ne vais pas rentrer dans les chiffres en détail. On sait qu'il y a déjà le groupe des députés sortants. On travaille ensemble. La moindre des choses, c'est de les protéger. Et ma responsabilité de président de groupe, c'est cela. Et puis, il y a des circonscriptions de gauche. Dans lesquels on a des bons candidats, donc il faut regarder avec nos amis républicains comment s'entendre. On n'a pas de place pour la division, on n'a pas de place pour avoir plusieurs candidats en compétition, où on aura un Front National très fort, ou quelquefois la gauche, vous savez, qui n'est pas en bon état à l'heure actuelle, mais qui peut, un moment ou un autre, se reconstituer d'ici le mois de mai. Prudence, une fois de plus, on vient tous de prendre une leçon avec ce qui s'est passé depuis 15 jours. La leçon, c'est que le peuple, c'est lui qui tranchera. Le peuple, il veut un projet qui soit en phase avec ses attentes. Et s'il a voté aussi massivement, c'est qu'il veut sortir de cette page socialiste infernale et qu'il veut de la force, il veut de l'énergie et qu'on lui redonne sa fierté. Alors vous avez parlé de quelques points à préciser sur l'Europe, sur l'environnement, peut-être aussi sur l'IVG. Hier, le groupe Les Républicains a dit qu'il voterait contre le délit d'entrave à l'IVG élargi au site internet diffusant de fausses informations sur l'avortement. On va écouter son président Christian Jacob.
On y est opposé pour la raison suivante, c'est d'abord sur la défense de la liberté d'expression, c'est-à-dire d'aller, mais ça c'est bien dans les techniques socialistes, de prendre d'être sur la pensée unique et des tons moralisateurs. Aujourd'hui, c'est sur l'IVG, demain, ce sera sur autre chose. Et il y a un problème constitutionnel très clair, hein, donc qu'on évoquera au moment du débat. Ça, c'est un autre point de désaccord entre vous? C'est pas l'élément fondateur, c'est pas nouveau. Je rappelle que c'est Simone Veil qui a porté cette loi permettant aux femmes d'avoir recours à l'IVG dans les cas de détresse. Donc moi, je serai demain dans l'hémicycle pour défendre le fait que, bien sûr, il faut faire attention parce que sur les réseaux sociaux, sur Internet, il peut y avoir des pressions morales, psychologiques. Oui, parce que nous sommes très attachés à la liberté d'expression, comme tout un chacun d'ailleurs. Il n'y a pas un seul parlementaire, et tous les Français largement sont attachés à cette sacro-sainte liberté d'expression. Mais la liberté d'expression aussi, on doit quelque part l'encadrer. Parce qu'on peut avoir des appels à l'intégrisme, au djihadisme. On voit bien avec tous ces sites que pour certains qui sont fermés. Donc là, concernant l'IVG, nous soutiendrons cette idée du fait qu'on ne puisse pas écrire n'importe quoi qui exerce des pressions morales ou psychologiques sur les femmes qui ont ce droit qui leur a été donné de recours à l'IVG dans les cas de détresse morale. L'IVG, c'est pas un mode de contraception. C'est malheureusement une thérapeutique qui intervient à un moment lorsque les femmes ne peuvent continuer à assumer leur grossesse. Donc oui, on peut avoir des points de divergence, mais ça a toujours été cela. C'est la liberté. Puis même à l'intérieur de mon groupe, j'ai des parlementaires qui ne voteront pas ce niveau de dispositif. C'est aussi l'esprit de liberté, de tolérance que nous avons les uns par rapport aux autres, où chacun se définit en fonction de sa conscience. Est-ce qu'après cette victoire de François Fillon, il peut y avoir une recomposition du centre? On a vu que Hervé Morin et Maurice Leroy avaient annoncé la création d'un nouveau parti qui verrait peut-être le jour au mois de décembre lors d'un congrès extraordinaire. Il s'interroge sur savoir s'il reste ou non à l'UDI. Bon, le centre, ça a toujours été compliqué. Jean-Louis Borloo a eu ce geste extraordinaire de rassembler 4 familles politiques, les radicaux, le Nouveau Centre, l'Alliance centriste, et puis la Fédération européenne démocrate de Jean-Christophe Lagarde. Donc là, d'après ce que je sais, le Nouveau Centre va changer de nom dans un congrès qui aura lieu au mois de décembre. Mais l'heure n'est pas à la sortie. En tout cas, moi, je veux dire simplement, restons unis, parce que c'est cette famille UDI que l'on a constituée et que l'on doit continuer à consolider dans les prochaines semaines. Merci Philippe Vigier d'avoir été avec nous ce matin, président du groupe UDI à l'Assemblée nationale. Très bonne journée à vous.